Simplement un dernier témoignage. Alors, le laboratoire Body Nature était prévu dans les intervenants et puis Olivier Guilbault, le directeur, a pas pu se joindre à nous. Mais comme c'est une entreprise qui est assez intéressante, on a, enfin non pas que les autres ne soient pas intéressantes, mais vous allez comprendre pourquoi on veut absolument vous présenter cette entreprise, parce que c'est une entreprise un petit peu atypique. Pourquoi c'est une entreprise atypique ? Parce qu'on pourrait imaginer que c'est une entreprise qui a converti son business model en l'environnement et qui a tout mis en place. Et en fait, comme vous le voyez, ils existent depuis 1972. Et en fait, eux, ils se sont créés directement dans l'optique de faire quelque chose d'intéressant d'un point de vue environnemental. Et donc, quand on rencontre la famille Guilbault, puisqu'il s'agit du père, de la mère et des deux fils, c'est assez rigolo en fait de travailler avec eux parce qu'au départ, quand ils vous appellent, ils vous disent voilà, on est une entreprise de 200 salariés, on voudrait faire le bilan carbone, parce qu'on voudrait progresser sur les aspects environnementaux. Comme ils sont dans les Deux-Sèvres, on va les rencontrer et puis on décide de travailler ensemble. Puis en fait, quand on commence à travailler avec eux, on se demande un peu où on a mis les pieds. On se demande ce qu'on va pouvoir leur apporter parce qu'ils font vraiment beaucoup de choses. Alors, c'est une entreprise qui fait des produits écologiques et biologiques. Et donc, il y a une particularité, c'est que c'est de la vente à domicile, donc sous forme de réunion tupperware. Et déjà, quand on commence à travailler, eux se définissent comme une entreprise de 200 salariés, mais en fait, assez rapidement, on s'est aperçu avec le bilan carbone que quand on a au jour d'aujourd'hui 700 collaboratrices, alors je suis désolé, c'est pas pour être misogyne, mais ce sont des conseillères, leur réseau, finalement, ça devient tout de suite une grosse entreprise qui est présente en France, en Europe et également dans les dom-toms, qui pourtant a son siège social à Nueil-les-Aubiers, charmante bourgade des Deux-Sèvres. Et puis vous voyez le chiffre d'affaires, donc nous on a commencé à travailler avec eux en 2007-2008. Depuis ils se sont pas arrêtés, ils ont continué à avancer. Et donc ils font des produits cosmétiques et des produits d'entretien qui sont d'origine naturelle. Là l'unité c'est des millions d'euros. Donc c'est intéressant de voir que tout est différent. Par exemple, il n'est pas là Olivier, mais bon. Quand Olivier Guilbault, le directeur, vous montre son détergent, en fait, il prend c'est assez efficace comme démonstration. Il vous montre qu'il en verse sur son costume, puis il dit, vous voyez, ça lave, et puis en même temps, ça va pas abîmer mon costume, et puis vous pourriez le boire, il se passerait rien. Enfin, faut pas le faire, mais ça serait pas très très grave. Donc, c'est des produits qui sont vraiment conçus différemment. Et qui sont également conçus différemment, et c'est pour ça qu'on les trouve pas dans les grandes surfaces, parce que eux, ils se sont dit, par exemple, quand ils vous vendent une lessive, alors j'ai pas les proportions exactes, mais une lessive classique, il y a, je sais pas, peut-être la moitié d'eau, ou les 2/3 c'est de l'eau, et puis un tiers de produits actifs. Eux, ils se sont dit, on va pas vendre de l'eau aux gens, donc on va leur vendre le produit actif, et il va falloir le diluer chez eux. Que quand vous mettez un litre de lessive à diluer dans un rayon à côté d'un litre de lessive déjà dilué, voilà, à l'œil ça se voit pas forcément comme ça, donc pour eux c'était un peu compliqué d'être vendu à côté de lessive diluée. Donc ils ont fait le choix de se vendre par réseau de proximité. Quelques données clés, donc 770 conseillères, ils ont des réseaux départementaux, ils ont plus d'une centaine de personnes au siège. 220 références, donc produits d'entretien, produits cosmétiques, alors c'est quand même pas les mêmes, c'est des produits différents, produits de bien-être, et puis après, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont intégré l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire ils cultivent directement les produits dont ils ont besoin, donc soit dans les Deux-Sèvres, soit un petit peu plus loin. Qui, par exemple, comme ils avaient besoin d'huiles essentielles de Madagascar, ils se sont dit que plutôt que de faire appel à un fournisseur, ils allaient aider un fournisseur à se monter sur place avec un village éco-responsable dans l'optique du commerce équitable, et donc vraiment une chaîne globale de process. Et puis, donc ça, je le savais pas avant de les rencontrer, évidemment. En termes de production énergétique, ils ont une centrale solaire photovoltaïque, ils ont une éolienne, ils ont des chaufferies biomasse, ils ont du solaire thermique, ils ont tout un tas de choses. Ça, c'est les données d'entreprise. Alors, ce qui était marrant, c'est quand on a démarré le bilan carbone, on leur a dit, allez-y, dites-nous qu'est-ce que vous faites en termes d'environnement. Donc, à l'époque, ils avaient solaire thermique, solaire photovoltaïque, une éolienne, des véhicules électriques, des véhicules hybrides, une chaudière bois. Alors la chaudière bois, c'est assez rigolo parce que donc vous savez comment ça marche une chaufferie bois, on met du bois dedans, puis eux ils étaient un peu embêtés parce que le bois ça faisait des camions qui venaient, alors ça leur posait problème. Donc ils ont décidé de planter du miscanthus sur leur terre. Donc le miscanthus c'est une espèce de bambou à croissance rapide. Puis comme ça ils coupent directement le miscanthus puis ils le mettent directement dans la chaudière. Comme ça il y a moins de camions sur les routes, ils trouvent ça plus cohérent. Ils sont pas raccordés au réseau d'eau. Ils ont leur propre source d'eau, leur propre station d'épuration. Ils utilisent pas d'engrais, pas de produits chimiques au sens synthétique dans les produits. Ils sont en circuit de distribution court, produits concentrés, ils réutilisent le carton. C'est un peu Disneyland.
Ils sont refuge pour la protection des oiseaux, ils accueillent une race de moutons en voie d'extinction, ils ont acheté de la forêt à Madagascar pour éviter que ça soit déforesté. Enfin, vous voyez, ils font beaucoup de choses. Et donc, quand on a démarré leur bilan carbone, avec Thibaut, mon collaborateur, au départ, on s'est dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on va pouvoir leur apporter à eux, parce qu'ils font déjà beaucoup de choses. Puis en fait, ce qu'on leur a apporté, c'est quand même l'image que eux, au départ, se voyaient comme une entreprise de 130 salariés, et que certes, un circuit de distribution par des conseillères, mais pour eux, ils se voyaient dans les murs, en fait. Le bilan carbone leur a appris à voir hors les murs, voir qu'en fait, même s'ils pouvaient être exemplaires dans la façon de concevoir et de créer le produit, toute la chaîne de distribution elle comptait. Et donc en fait, pour ne pas vous vendre la mèche, ils se sont aperçus que les déplacements des conseillères pour vendre les produits étaient le premier impact en fait de l'entreprise, des principaux impacts de l'entreprise. Ils ont une démarche qui est donc assez intéressante, puisqu'en 2008 ils ont réalisé le premier bilan carbone de l'entreprise avec donc cette première photo et un premier plan d'action. Puis en 2010, ils nous ont posé la question, le succès aidant pour eux, ils avaient besoin de construire un bâtiment de 5000 m² pour augmenter la production industrielle. Donc ils se sont dit, faut qu'on fasse le bilan carbone de ce bâtiment et qu'on voit comment on peut l'améliorer. Évidemment, le but c'est pas juste de faire une photo, mais de voir comment on peut l'améliorer. Et ensuite, en 2011, on a choisi d'élargir les indicateurs, puisque le carbone est monocritère. Donc ils ont réalisé 2 ACV sur un produit multifonction qui sert donc à nettoyer plein de choses dans la maison, et puis un gel douche. Et puis ils en ont profité également pour mettre à jour le bilan carbone qui avait été réalisé en 2008. Et en 2014, c'est intéressant à nouveau parce qu'ils ont encore agrandi l'entreprise, et cette fois ils décident de faire à nouveau le bilan carbone, mais ils ont également internalisé la compétence. Que nous, ce qui nous intéresse derrière, évidemment, c'est de voir qu'il y a eu, entre 2008, une prestation où vraiment on est sur du conseil et on fait à la place d'eux. Ans plus tard, ils font eux-mêmes, un petit peu comme le CHU de Bordeaux. Et bon, c'est super pour le chiffre d'affaires, mais c'est intéressant quand même parce qu'on voit qu'ils saisissent des enjeux. Donc la première photo, alors le graphique est en équivalent carbone, parce qu'à l'époque on parlait pas mal en équivalent carbone, donc je vous ai mis la conversion en équivalent CO2. En gros, ils sont quasiment à 2000 tonnes à l'époque. Avec un plan d'action qui permettait de réduire d'un tiers le bilan, et puis la photo qui se ventilait de telle façon, donc tout ce qui est chauffage, électricité très faible, puisqu'ils ont déjà une chaufferie biomasse, donc forcément c'est très bas. Les fuites de climatisation, il y a un pauvre climatiseur pour le serveur informatique, donc c'est pas ça qui pesait. Tout ce qui est culture, donc ils sont même au-delà du bio, ils sont en biodynamique, donc c'est encore un stade après, qui pèse assez peu. Alors la logistique, par contre, là, c'était un poste un peu plus important. Les fameux déplacements domicile-travail, et puis surtout les déplacements des conseillères, qui était le premier poste du bilan, devant la matière première et les produits qu'ils fabriquaient. Donc ça, c'est vraiment là où, tout à l'heure, on parlait de l'indicateur carbone pour hiérarchiser le plan d'action. On voit qu'ils font déjà beaucoup de choses sur leurs produits. La prochaine grosse étape pour eux, c'était clairement de travailler sur le réseau de distribution, de vente directe, parce que c'est là qu'il y a les plus gros leviers d'économie. Ça tombe bien parce que les conseillères sont pas toutes à plein temps, et donc quand elles se déplacent pour vendre leurs produits, c'est elles qui payent le carburant. Alors elles vont certes se rémunérer sur les produits qu'elles vendent, mais si elles arrivent à se déplacer différemment, finalement elles gagnent mieux leur vie, puisque le delta est pour elles. Je vais vérifier que je... Donc les emballages également pèsent assez peu, les déchets quasiment rien, et puis on retrouve tout ce qui est construction, entretien des bâtiments, du parc informatique. Et c'est pour ça que ce poste construction, qui est pas très élevé, mais qui est amorti sur plusieurs années, quand ils nous ont dit on va faire un bâtiment de 5000 m², très rapidement la question s'est posée de ce qu'allait représenter la construction de ce bâtiment au titre du bilan carbone. Alors, ils fabriquent des produits aussi, des diffuseurs d'huile essentielle, donc on est allé jusqu'à calculer les émissions liées à leur site internet et puis aux petites consommations électriques du diffuseur quand on le branche, donc on les a rassurés, il n'y a pas d'enjeu là-dessus. De la même façon, Jean-François n'en a pas parlé tout à l'heure, mais parmi les produits que fabrique Photonis, ils envoient des choses dans l'espace. On se faisait tout un monde de savoir l'impact carbone de la fusée Ariane 5 quand elle envoie ses 20 grammes de produits Photonis dans l'espace, et puis en fait, 20 grammes ça pèse pas grand-chose, même quand on consomme 25 tonnes de carburant, donc... Finalement, ça permet aussi de se défaire de l'image qu'on pouvait avoir en se disant, voilà, exemple de Photonis, je vais rien pouvoir faire, mes produits vont dans l'espace, mais en fait, l'envoi dans l'espace, c'est pas le poste le plus énergivore du bilan. Alors, la photo a permis aussi de regarder ce qui se passait s'ils faisaient aucun de leurs efforts, parce qu'ils avaient besoin de voir comment ils se seraient situés, et on pouvait considérer que leur bilan, il augmentait d'à peu près moitié si on supprimait la chaufferie biomasse,
mettait une chaudière gaz, on leur a pas proposé une chaufferie fuel. Si on supprimait le photovoltaïque, on supprimait l'éolienne et puis on enlevait l'électricité garantie d'origine renouvelable. On a regardé ce qui se passait s'ils produisaient leur agriculture de manière intensive, en mettant de l'engrais, en mettant tout un tas de produits phyto. D'arrêter de réemployer le carton, au lieu de l'utiliser jusqu'à 5 fois, de le renouveler à chaque fois, et d'arrêter de concentrer les produits, voir ce que ça donnait. La photo, elle marche dans les deux sens. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus, mais qu'est-ce que ça aurait été si on n'avait pas fait ces efforts. Et le qu'est-ce que ça aurait été si on n'avait pas fait ces efforts, il était important pour eux parce que depuis 72, ils faisaient plein de choses, mais en fait, ils n'avaient pas d'indicateur. Ils étaient convaincus personnellement qu'ils faisaient des choses qui allaient dans le bon sens, mais ils n'en avaient rien pour en avoir la certitude. Le but étant pas de dire, ah voyez, c'est super ce que je fais, mais c'était vraiment pour eux important de progresser et de voir comment ils se situaient. Plus on enlevait l'armature bois, l'ossature bois des bâtiments, ça augmentait un petit peu. Par exemple, donc il y a beaucoup d'actions qu'ils faisaient déjà, mais par exemple sur les conseillères, ils ont mis en place toute une démarche par rapport à la conduite, puisqu'évidemment il y a des leviers d'économie assez significatifs sur l'éco-conduite, même si c'est un peu une action bateau, il en reste que c'est une action qui porte ses fruits. Donc ils ont mis en place toute une démarche de formation des conseillères. Et puis surtout, le premier bilan carbone, donc ça c'était par rapport au premier bilan carbone, il a vraiment permis de confirmer la stratégie de l'entreprise. En ouvrant le périmètre et en disant, voilà, ce qu'on fait c'est très bien, mais maintenant si on veut être vraiment opérationnel, il faut forcément intégrer les conseillères. En 2011, quand ils ont construit le bâtiment Cyprès, donc si on avait tout à l'heure en mémoire à peu près 2000 tonnes pour le fonctionnement de l'entreprise, on voit que l'acte de construire ce bâtiment représente quasiment 4000 tonnes de CO2. En fait, le double, 2 années de fonctionnement complet de l'entreprise, produits, déplacements inclus. L'intérêt de faire un bilan carbone d'un chantier de construction, il n'est pas neutre parce qu'il y a quand même des économies de gaz à effet de serre significatives. Alors eux, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a réalisé leur bilan carbone et également on les a conseillés sous forme d'une assistance à maîtrise d'ouvrage pour faire des choix pour optimiser l'impact carbone du bâtiment. Parmi les choix qui ont été faits, il y a notamment l'architecte souhaitait que le bâtiment, comme il y a des besoins de froid, soit alimenté par une pompe à chaleur pour faire le chauffage et le process. Le bilan carbone a clairement montré que il valait mieux étendre la puissance de la chaufferie biomasse plutôt que de passer sur de l'électricité parce que en termes d'impact c'était significatif. Le bilan carbone, alors c'est dommage, c'est passé en chinois les caractères. Le bilan carbone, il a permis à la fois de traiter lot par lot l'ensemble de l'impact carbone de la construction, de voir les lots sur lesquels il y avait le plus d'impact et du coup d'agir. En l'occurrence, en intégrant de l'ossature bois pour tout ce qui est charpente, en intégrant un retraitement du sol à la chaux, c'est-à-dire qu'au lieu d'enlever les éléments du sol, de revenir faire des fondations, on va valoriser ce qu'il y a d'existant, on va traiter, qu'on va tasser. Donc on évite de la logistique, donc ça permet de réduire d'un tiers à peu près le lot traitement de sol, enfin toutes les fondations et sol. Et puis, comme ça, ils se sont aperçus qu'ils pouvaient réduire l'impact carbone d'à peu près 15%. Utilisant la lumière naturelle par des sheds orientés au nord, en faisant tout un tas d'efforts qui permettaient d'avoir un bâtiment un peu moins carbone que la normale. Et puis ensuite, ils ont cherché à étendre le périmètre en raisonnant de l'analyse de cycle de vie sur 2 produits. Alors l'analyse de cycle de vie, ils voulaient la faire pourquoi? Parce que l'idée c'était de dire il n'y a pas que les gaz à effet de serre qui comptent, il faut regarder également les autres impacts environnementaux. Pour eux c'était important de faire des choses. Ils voulaient voir un petit peu qu'est-ce qu'il y avait derrière une ACV. On entendait beaucoup parler, ils voulaient voir est-ce qu'il y avait des différences entre l'ACV et le bilan carbone, quels étaient les degrés d'exigence d'une ACV, et donc de pousser l'exercice jusqu'au bout. En fait, il s'avère que l'ACV a complètement confirmé les résultats du bilan carbone. C'est-à-dire qu'on a certes augmenté le nombre d'indicateurs, mais on a retrouvé les mêmes conclusions, à savoir qu'il fallait absolument travailler sur le mode de vente des produits, c'était les déplacements conseillers y compris dans l'ACV qui pesaient le plus, et il fallait également travailler en amont avec les fournisseurs sur le contenu carbone des produits. Finalement, l'exercice d'ACV, à nouveau, est venu confirmer la stratégie de l'entreprise. Alors ça, c'était un grand moment pour eux, quand il a fallu mettre à jour en 2011 le bilan carbone par rapport au bilan de 2008, c'est que leur chiffre d'affaires a augmenté, donc leurs émissions ont augmenté. Ça leur a pas plu. Et puis évidemment, on a attendu des ratios pour regarder à la tonne vendue si ça s'était amélioré, ça s'est pas amélioré, et ça leur a pas plu non plus. Les Guilbeault, ils sont sympas, quand ça leur plaît pas, je vous rassure, ils vous tapent pas.
Pourquoi ça s'est pas amélioré? Alors en fait, ça s'explique vraiment la première raison, c'est que on a amélioré la photo était moins floue. Entre 2008 et 2011, l'entreprise s'est équipée d'un système de suivi de sa production. Pour l'image que je garde, moi c'est ça, c'est en 2008, la matière première c'était à peu près une vingtaine de lignes, c'était à peu près une vingtaine de produits, alors que c'était les mêmes produits, et en 2011 ils étaient capables d'identifier plus de 200 matières premières. Donc on a fortement augmenté le niveau de détail, donc on a pu faire travailler des facteurs d'émission plus précis, et il s'avère que c'est parti dans le mauvais sens pour eux, ça a augmenté, même si ça remet pas du tout en question le plan d'action. Au contraire, ça légitime encore plus le besoin d'agir. Voilà un petit peu pour l'entreprise Body Nature qu'on souhaitait vous présenter en dernier parce que c'est un cas un petit peu atypique et qui montre aussi que il y a une économie derrière tout ça. C'est pas juste pour se faire plaisir. Vous avez vu les chiffres de leur chiffre d'affaires. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui connaissent cette croissance. Alors ça montre aussi que ça peut être un modèle économique viable et qu'on peut derrière tout ça vraiment avoir une notion de rentabilité économique.